Bonjour et bienvenue pour ce nouveau cours de ce thème 2, habiter un espace de faible densité. Nous sommes en train de commencer la deuxième séquence. La séquence précédente se tournait davantage sur les espaces qui avaient des fortes contraintes naturelles et ou une grande biodiversité. Nous avions pris comme étude de cas les nomades qui venaient de Mongolie. Nous avions étudié leur mode de vie, leur espace de vie. Nous avions vu que ces contraintes naturelles forçaient les nomades mongols soit à modifier leur manière de vivre, c'est-à-dire à s'adapter à leur milieu. Parfois, ils transformaient leur milieu, mais c'était vraiment très rare. Et nous avons vu également que c'était quelque chose d'assez global, c'est-à-dire que l'homme face aux contraintes avait deux possibilités, soit il s'adapte, soit il transforme son milieu. Maintenant, nous allons commencer une nouvelle séquence, toujours sur ces espaces de faible densité. Je rappelle également ce qu'est la faible densité de population. On va calculer le nombre de personnes qui habitent sur la surface du pays. C'est-à-dire, on va prendre la population totale du pays et on va la diviser par le nombre de kilomètres carrés. Et ça nous donne un chiffre en habitants par kilomètre carré. Moins il y a d'habitants par kilomètre carré, plus la densité de population sera faible. C'est ce type d'espace qui nous intéresse. Aujourd'hui, nous commençons notre séquence 2, habiter un espace de faible densité à vocation agricole. Je vous laisse donc noter en rouge le titre de la séquence tout en haut. À côté de séquence 2, vous notez habiter un espace de faible densité à vocation agricole. Donc là, encore une fois, on s'intéresse à un type particulier d'espace de faible densité. La séquence précédente, la densité était faible parce qu'il y avait de nombreuses contraintes naturelles. Cette fois-ci, la densité sera faible parce que ce sont des espaces qui ont une vocation agricole. Juste en dessous, vous voyez qu'il est noté parcours à venir, alors je vous laisserai enlever à venir, il s'agit d'une erreur de ma part, et vous remplacez à la place par citoyen. Et pour commencer notre séquence, j'aimerais que vous preniez le document 3 de la page 197. Il s'agit d'une photographie sur le développement de l'élevage intensif qu'on appelle le feedlot. Alors bien entendu, je vais vous laisser 5 minutes pour réfléchir de votre côté à cette image. Rappelez-vous, d'abord, vous allez décrire cette image, donc dire ce que vous voyez. Ensuite, vous allez analyser cette image. Et enfin, on va essayer d'en tirer des conclusions. D'abord, uniquement dire ce que l'on voit. Ensuite, comprendre ce que l'on voit. Et enfin, essayer de trouver des explications qui sont liées à cela. La première des choses que l'on peut voir sur cette image, c'est que nous avons une grande plaine et qu'il n'y a pas de végétation du tout. Si vous regardez le sol, il s'agit de terre, mais il n'y a pas de végétation et ça s'étend à perte de vue. La première végétation qu'on voit, c'est vraiment en tout arrière-plan, quasiment sur la ligne d'horizon. La deuxième chose qu'on peut voir, c'est qu'il y a des barrières. Cela forme des enclos qui séparent les groupes d'animaux. Et justement, ces animaux, on peut dire que ce sont des bœufs. Je vous rappelle, parce que chaque fois j'y ai droit, on dit un bœuf et des bœufs. D'accord? On ne dit pas des bœufs. Maintenant, si on essaye d'analyser cette image, s'il n'y a pas de végétation pour ces bêtes, ça veut donc dire qu'on ne va pas les laisser mourir de faim. Donc, elles ne se nourrissent pas elles-mêmes, mais elles sont nourries. On va venir leur apporter la nourriture directement. Ça, c'est la première chose qu'on peut dire, les bêtes sont nourries. Deuxième des choses que l'on peut dire, si on regarde bien, on a l'impression que l'espace de vie est immense, mais il faut voir qu'il y a énormément de nombreuses bêtes sur ce pâturage. Si on peut appeler ça un pâturage, puisque justement elles ne se nourrissent pas elles-mêmes, mais disons sur cette plaine. Il y a de nombreuses bêtes, et elles sont séparées dans des espaces bien définis. Et il y a un grand nombre de bêtes dans chaque espace. Donc on peut dire que les bêtes sont rassemblées dans un petit espace, par rapport à leur espace de vie qu'elles connaissent dans la nature. Et enfin, on peut dire, puisqu'on voit bien, il n'y a pas d'être humain sur cette image du tout,
On voit tout derrière au dernier plan, à l'arrière-plan, en haut à gauche. Il semblerait voir une exploitation, quelque chose. Donc, on peut dire qu'il s'agit d'un espace de faible densité humaine et sans habitation. Et pour conclure, nous pouvons dire qu'il s'agit d'un espace intensif, une agriculture de type commercial. Bien, maintenant que nous avons noté ceci, j'aimerais que vous preniez le document qui se trouve juste en dessous, qui ne se trouve pas dans votre manuel, mais que j'ai mis en photo dans votre polycopier. Un élevage traditionnel au Sahel sénégalais. Et vous retrouvez la source juste en dessous de l'image. Donc si vous voulez retrouver exactement l'endroit où j'ai pris cette image, vous pouvez aller directement sur ce site internet. Première étape, de nouveau, je vous laisse 5 minutes pour essayer de décrire le paysage, de l'analyser et d'en tirer des conclusions. Bien, première des choses, nous pouvons voir également, comme sur l'image précédente, qu'il s'agit d'une grande plaine avec une faible végétation. Cette fois-ci, contrairement à l'image précédente, il y a un tout petit peu de végétation, mais vraiment pas grand-chose. Et il semblerait que ce soit un milieu très aride, c'est-à-dire très sec, sans qu'il y ait de véritables précipitations. Deuxième des choses, on peut voir des bêtes également, ce sont des bœufs. Et sur l'image, on peut voir qu'il y a quelques éleveurs. Maintenant, si on essaye d'analyser ces images, on peut dire que les bêtes, elles sont laissées en pâture. Probablement qu'ils sont obligés de leur amener une quantité de nourriture. Probablement. Parce qu'on voit qu'il y a une aridité qui est très grande. Cependant, la plupart du temps, elles sont laissées en pâture. C'est-à-dire qu'on les laisse manger de l'herbe comme elles le souhaitent. On les laisse brouter toutes seules, comme des animaux qui n'auraient pas besoin de l'homme. Surtout, la différence avec l'autre image, c'est que sur cette image-ci, il n'y a pas d'enclos, il n'y a pas de barrière. Donc nous pouvons dire que les bêtes sont laissées en liberté dans un grand espace. Et enfin, nous pouvons voir qu'il s'agit d'un espace de faible densité humaine, même s'il y a quelques éleveurs. Sur l'image, on voit à plusieurs centaines de mètres à la ronde qu'il n'y a pas âme qui vive, à part ces quelques éleveurs au premier plan. Et surtout, on ne voit pas d'habitation. Et donc, il s'agit ici, en conclusion, d'un élevage extensif et d'une agriculture vivrière. Bien entendu, ces termes, nous les reverrons. Vous pouvez déjà les trouver en définition dans votre manuel, mais nous les reverrons et je vous demanderai plus tard de noter des définitions en rapport avec cela. Et ça nous amène naturellement à notre problématique générale. Je vous rappelle, la problématique générale, vous devez la connaître. De quelle manière les populations habitent-elles les espaces agricoles peu peuplés? De quelle manière les populations habitent-elles les espaces agricoles peu peuplés? Les objectifs de la séquence. Premier objectif, vous allez devoir être capable d'identifier les différents modes de vie des habitants des espaces agricoles, selon si c'est un pays développé ou un pays en voie de développement. Deuxième objectif, vous allez devoir essayer de comprendre et d'utiliser à bon escient les notions d'élevage intensif ou extensif et d'agriculture vivrière ou commerciale. Ce sont des termes, comme vous l'avez vu dans les documents d'accroche, que nous avons déjà commencé à aborder. Et enfin, le troisième objectif, connaître les nouvelles manières d'habiter les espaces agricoles. Les compétences que nous allons travailler dans cette séquence, nommer, localiser et caractériser des espaces les uns par rapport aux autres, extraire des informations pertinentes pour répondre à des questions, formuler des hypothèses, vérifier et justifier ces réponses, et réaliser ou compléter des productions graphiques. Comme d'habitude, je vous rappelle, vous soulignez en rouge les objectifs de la séquence
et vous soulignez en vert les compétences de la séquence. Et vous pouvez garder votre stylo vert dans la main pour noter le titre de la leçon 1. Quelles sont les différentes formes de mise en valeur de l'espace entre un pays riche, comme les États-Unis, ou un pays pauvre, le Sénégal? Je répète une fois. Quelles sont les différentes formes de mise en valeur de l'espace entre un pays riche, les États-Unis, et un pays pauvre, le Sénégal? Et pour commencer, notre exo 1. Habiter un espace agricole de faible densité au Sahel sénégalais. La première des choses que je vais vous demander, c'est de situer le Sahel, ou plutôt le Sénégal, où se trouve le Sahel. Et pour ce faire, vous avez plusieurs possibilités. Déjà, vous avez une première carte à la page 200 qui vous permet de bien situer où se trouve le Sénégal et le Sahel. Vous avez également les cartes des pages 204 et 205. Vous avez un figuré ponctuel qui vous montre où se trouvent les études de cas du chapitre. Donc vous allez repérer facilement le Sénégal. Et ensuite, vous pouvez vous reporter au planisphère qui se trouve à la fin de votre manuel. Et ce planisphère va vous permettre de voir quels sont les pays limitrophes, puisque je vous rappelle que quand je vous demande de localiser, ça veut dire que vous allez devoir me donner les pays limitrophes, mais également là où se trouve le pays sur le continent. Vous utilisez les points cardinaux que nous avons vus, nord, sud, est, ouest, et vous allez essayer de voir quelle est la mer ou l'océan qui borderait ce pays, s'il y a une mer ou un océan qui borde ce pays, et vous essayez de trouver la capitale. Donc je répète, quand vous localisez un espace, vous me dites sur quel continent il se trouve, l'endroit plus ou moins précis sur le continent, à l'aide des points cardinaux. Vous me dites également quels sont les pays limitrophes, quel est là où les mers ou océans qui borderaient ce pays, et vous me dites également quelle est la capitale. Et ça, je vous laisse 5-10 minutes pour trouver tout ça, et également pour colorier le Sénégal sur la carte. Et j'aimerais également que vous coloriez le Sahel sur votre carte. Vous voyez qu'il est bien représenté à la page 200. Il y a une large bande sur tout le continent. Donc j'aimerais que vous le représentiez. Utilisez un figuré de surface qui soit correct. Forcément, le Sahel, on a dit que c'était un désert. Donc, trouvez une couleur qui aille avec le désert. Ne me faites pas le Sahel en bleu. Ça n'a pas de sens. Rappelez-vous, le bleu, c'est pour tout ce qui est eau. Ne me faites pas le Sahel en vert non plus. C'est pas une forêt. En général, en jaune ou en orange, ça va être une couleur correcte pour faire un espace désertique. Et pour la couleur du Sénégal, je vous fais confiance. Vous choisissez un figuré de surface de la couleur qui vous plaît. Par exemple, en rouge, ça va très bien. Vous pouvez tout à fait colorier le Sénégal en rouge. Bien, maintenant que le temps est écoulé, nous allons corriger ça ensemble. Le Sénégal se trouve en Afrique de l'Ouest, au bord de l'océan Atlantique. Les pays limitrophes sont, il y en a pas mal, hein. Il y a la Mauritanie, il y a le Mali, il y a la Gambie. Alors, même si je suis chez moi, je vous entends rire jusqu'ici. J'ai bien dit Gambie avec un B, rien à voir avec le rappeur. Il s'agit d'un pays qui s'appelle la Gambie. Et la Guinée et la Guinée-Bissau sont les deux derniers pays limitrophes du Sénégal. Et la capitale du Sénégal, c'est Dakar. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de la fameuse course qui s'appelle Paris-Dakar. Vous voyez donc qu'à la base, on reliait la ville de Paris à la ville de Dakar, généralement soit en moto, soit en voiture spéciale pour aller souvent dans le sable. Maintenant que cette étape préliminaire a été faite, j'aimerais que vous repreniez les pages 200 et 201 de votre manuel et nous allons étudier tout d'abord les documents 1, 2 et 4
de ces deux pages. Document 1, il s'agit ici d'une image, de nouveau, un pasteur de la région de Cayor. Ce type d'élevage pastoral est basé sur la transhumance. Le pasteur conduit son troupeau là où il peut se nourrir. Donc même chose, souvenez-vous, on essaye de décrire l'image, on le fait très brièvement là. Réfléchissez-y de votre côté, je vous laisse 30 secondes pour essayer de décrire l'image, pour essayer de l'interpréter. C'est vraiment très court. On voit donc sur cette image au premier plan des chèvres qui sont avec un berger, qu'on peut appeler un pasteur. Un pasteur, c'est quelqu'un qui conduit un troupeau. Et en arrière-plan, on voit quelques végétations avec des arbres. Donc, on voit que probablement qu'il s'agit d'un nomade qui est obligé de se déplacer à des endroits pour nourrir son troupeau. Document 2, témoignage d'un éleveur nomade. Je suis Amadouka, le chef du village de Ndougou, un village situé à 20 km d'ici. Je n'ai d'autre activité que la transhumance. C'est l'activité que je pratique depuis tout petit. J'ai hérité cette activité de mon père. Je peux aller jusqu'à Bourg, jusqu'au Sénégal oriental, mais c'est en saison sèche. Je calcule le temps pour arriver ici en début de la saison des pluies. Actuellement, je suis ici en cette période parce que la saison des pluies a été bonne, donc on peut commencer à partir vers le mois de janvier. Je vais moi-même voir en avance s'il y a du fourrage à un endroit avant de partir avec les troupeaux. Récemment, il y a eu des difficultés parce qu'il n'avait pas beaucoup plu. On était très fatigués, il n'y avait plus de réserve, les points d'eau s'étaient vite asséchés, on était obligé de vendre une partie du bétail pour pouvoir acheter des compléments alimentaires. Il s'agit de la traduction d'un entretien recueilli par Eclis, un projet de recherche élevage climat société, en octobre 2010. Document 4. Les limites de l'agriculture vivrière. RN2. Direction le nord du Sénégal. Un vent chaud souffle sur Ndioum, une des localités à la frontière avec la Mauritanie. Dans ces conditions climatiques extrêmes, une partie de la population vivant d'une agriculture vivrière et de l'élevage est contrainte de migrer vers les centres urbains à Saint-Louis ou à Dakar. Ceux qui ne peuvent quitter leurs terres font face, depuis une année, à une famine. La première dans l'histoire de ce bassin agricole fort important. Cette région du monde connaît la montée des extrêmes climatiques. Inondations, érosion des berges du fleuve Sénégal, baisse des rendements agricoles, notamment du riz, incidence des fortes chaleurs sur les besoins en eau. Les populations voient leurs revenus baisser et leur pauvreté s'aggraver, conduisant à des pressions sur les ressources naturelles et le retour de la famine. La sous-alimentation chronique est en hausse, passant de 18,3% de la population en 2001 à 20,4% en 2012. Et il s'agit d'un article de Mohamed Zainabi, publié sur le site de l'Observateur du Maroc et d'Afrique le 31 mai 2013. Alors déjà, première des choses, avant de répondre aux questions 4 et 5 qui se trouvent en bas de la page 200, il y a plusieurs termes qui sont mis en évidence dans ces documents. Et j'aimerais que vous preniez après la carte, donc après la fin du polycopier, une page pour les définitions. Et la première chose que vous allez noter, c'est la définition de agriculture vivrière. Qu'est-ce que c'est que l'agriculture vivrière ? Vous avez un petit indice. Il y a le mot vivre dedans. Donc c'est un type d'agriculture dont la production est destinée à être consommée par la communauté qui la produit. C'est-à-dire, je cultive mes fruits et légumes et mes céréales et je les consomme dans la communauté à laquelle j'appartiens. Peut-être que c'est moi tout seul dans mon jardin, ou peut-être que ça va être dans un cadre plus large, peut-être dans un petit groupe de nomades, un village. C'est ça l'agriculture vivrière, c'est-à-dire faite pour vivre. Vous allez voir qu'il y a un autre type d'agriculture qui peut être pratiqué et qui n'est pas utilisé uniquement pour se nourrir soi-même, mais on va en vendre une partie et ça, on le verra plus tard. Deuxième terme important à voir dans cette double page, c'est le terme d'aridité. Qu'est-ce que c'est ? Je l'ai employé avant. Il s'agit de la sécheresse d'un espace ou d'un climat
résultant de la faiblesse des précipitations. Les précipitations, ce sont les pluies. Et enfin, dernier terme, c'est la transhumance. Vous avez le mot trans, qui vient du latin, qui signifie à travers. Il s'agit des déplacements saisonniers d'un troupeau pour trouver de la nourriture. Donc on passe à travers tout un endroit, on passe à travers un territoire, on passe à travers un pays. C'est ça la transhumance. C'est le déplacement d'une population à travers un endroit. Maintenant, on va répondre ensemble aux questions 4 et 5 de la page 200. Première question, la question 4. Pourquoi les éleveurs pratiquent-ils la transhumance ? Ça, c'est avant tout les documents 1 et 2 qui vous permettent d'y répondre. Je vous laisse 5 minutes pour essayer d'y réfléchir de votre côté. Relisez bien le document, regardez bien l'image et essayez de vous demander pourquoi est-ce que on pratique la transhumance. Alors, on pratique la transhumance parce que les éleveurs doivent suivre les précipitations qui assurent la nourriture de leurs bêtes. La personne qui est interviewée dans le document 2 le dit bien, il est obligé de partir en avance, lui-même, comme un éclaireur, pour vérifier s'il y a du fourrage pour donner à ses animaux. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire dépenser de l'énergie à toute une population animale en les emmenant à un endroit s'il n'y a rien pour les nourrir ou pour les faire boire en arrivant là-bas. Donc on est obligé de suivre les précipitations pour pouvoir faire cela. Et on pratique la transhumance, c'est les mêmes raisons pour lesquelles les habitants de la Mongolie pratiquent le nomadisme. C'est une manière de vivre ancestrale et on se la transmet presque de manière héréditaire. Il y a des raisons aussi économiques qui poussent à faire tout cela. Ensuite, question 5, tournez davantage sur le document 4. Quel est le type d'agriculture pratiquée ? À quoi sont souvent contraintes les populations locales ? Alors là, je vous laisse 2 petites minutes pour essayer de réfléchir à cette question. Alors le type d'agriculture qui est pratiqué ici, il est noté dans le titre, c'est l'agriculture vivrière. Les paysans, parfois, sont obligés de partir vers les centres urbains lorsqu'ils n'ont plus rien, lorsqu'ils n'ont plus de bêtes, parce que ça ne sert à rien de vivre à la campagne si on n'a pas de bêtes. Ça ne sert strictement à rien. On n'a pas de source de revenus, on n'a pas de quoi se nourrir aussi, tout simplement. Pourquoi ? Parce que les bêtes, on les tue rarement, hein. On les tue vraiment, c'est un jour de fête quand on tue une bête, mais on va se servir de leur lait pour se nourrir en partie. On va peut-être vendre une bête pour acheter quelque chose, par exemple des céréales ou quoi que ce soit, des choses en plus à manger. Donc, quand on est obligé de partir de la campagne pour aller vivre dans les centres urbains, ça s'appelle l'exode rural. Exode, c'est quand on quitte un endroit, et rural, c'est tout ce qui est à la campagne. Donc l'exode rural, c'est quand on part de la campagne pour aller vivre en ville. Maintenant que nous avons bien étudié ce cas du Sahel sénégalais, j'aimerais que nous passions à l'exode 2, et on va cette fois-ci s'intéresser à un espace agricole de faible densité au Texas. Et pour ce faire, j'aimerais que vous preniez les pages 204 et 205 de votre manuel, afin de voir où se trouvent les États-Unis et donc le Texas. Vous pouvez également vous servir de la page 196 de votre manuel. Et enfin, la fin de votre manuel qui abrite le planisphère pour pouvoir localiser l'espace en question. Une fois que vous l'avez trouvé, vous essayez de voir les pays limitrophes, les océans ou mers qui se trouvent autour, la capitale également, et vous essayez de savoir où ça se trouve sur la carte pour pouvoir le colorier sur votre propre carte qui se trouve à la page 5. Et je vous laisse de nouveau 10 minutes pour faire cela. Alors la première des choses que l'on peut dire, c'est que les États-Unis se trouvent en Amérique du Nord, entre le Canada,
qui se trouve au nord des États-Unis, et le Mexique, qui se trouve au sud. Le pays se trouve au bord de l'océan Pacifique et de l'océan Atlantique. Et la capitale est Washington, D.C. D.C., c'est en anglais D et C. Pourquoi est-ce qu'on précise? Tout simplement parce qu'il y a l'État de Washington et il y a la ville de Washington et c'est à l'opposé total. Washington, D.C., ça veut dire Washington District of Columbia. On précise dans ces cas-là qu'il s'agit de la ville et pas de l'État de Washington ou une autre ville qui s'appellerait Washington. Et pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là, à cet exo 1, et nous poursuivrons lors de notre prochaine séance l'exo 2, et nous ferons également l'approfondissement de cette première leçon. N'hésitez pas, encore une fois, je vous le rappelle, à poster des questions en commentaire si vous en avez besoin. Je vous rappelle qu'il ne sert à rien de me dire « on n'a pas eu les feuilles », je vous les ai déjà envoyées hier soir via École Directe. Je vous les ai envoyées dans 2 formats, le format PDF que vous pouvez imprimer, et pour ceux qui n'auraient pas d'imprimante et qui remplissent à la main, je vous ai envoyé dans un format Word pour que vous puissiez remplir, non pas à la main, pardon, mais remplir de manière informatique. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à très bientôt.